certes la performance commerciale, c'est-à-dire piloter les parts de marché en matière de crédit, mais une bonne gestion globale des risques, elle pilote la part de marché dans les crédits sains, les actifs sains. Comment faire pour prendre nos dépôts et les placer chez des contreparties dignes de foi, dignes de notre confiance, que ce soit les ménages ou les entreprises. Donc c'est tout l'art de la banque. Il y a des banques qui développent des cultures fortes et restrictives en matière de gestion des risques, et ils choisissent d'emblée de rester dans des parts de marché très étroites, très petites, de sélectionner, de faire de la sélectivité et de placer les dépôts collectés auprès d'une catégorie de clients, que ce soit la clientèle des particuliers ou la clientèle des entreprises. Il y a des grandes banques qui, elles, optent pour des parts de marché importantes au niveau du crédit. Et il y a une catégorie sans renforcer les capacités en matière de gestion globale des risques, et il y a une autre catégorie qui allie croissance des crédits à une gestion globale des risques rigoureuse. Ça peut créer parfois des tensions avec certains clients qui ne comprennent pas que la banque les conseille maintenant à améliorer leur assise financière, leur performance en matière de fonds propres, en matière d'équilibre entre le fonds de roulement de l'entreprise et les besoins en fonds de roulement. Quand nous sommes en face d'une entreprise dont le chiffre d'affaires croît énormément, mais il repose essentiellement sur les crédits bancaires et non pas la capacité à dégager de la richesse en interne, des cash flows substantiels pour renforcer les fonds propres, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les indicateurs que nous brassons. Et ce qui fait que, in fine, sur une période de moyen terme, on peut être très content d'augmenter la part de marché des crédits. Mais s'il n'y a pas une politique de gestion rigoureuse des risques, on récolte ce qu'on a semé 4 ans ou 5 ans. Et tout l'art de la gestion globale des risques, c'est d'être anticipatif. C'est-à-dire que quand les clignotants, les premiers clignotants, annonciateurs de difficultés, généralement chez les entreprises, on les voit 3 ou 4 ans avant. Quand la trésorerie commence à se serrer, quand le besoin en fondement commence à déraper, quand le taux, le niveau des frais financiers payés par l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires commence à déraper, etc., il y a une trentaine d'indicateurs. Là, il faut une équipe de vigilance avec un outil informatique qui annonce ces difficultés à l'avance. Et on prend en charge les clients. Et vous avez deux catégories de clients. Des clients qui intègrent le conseil de la banque, parce que c'est une source d'alerte sérieuse, et ils commencent à faire le travail. Ils commencent à renforcer les capitaux propres, à mieux maîtriser la croissance en termes de chiffre d'affaires, à mieux contrôler les utilisations de crédit. Et généralement, c'est des clients qu'on accompagne dans le redressement de leur affaire et ils sortent de la zone rouge. Par contre, il y a des clients qui restent complètement sourds au message du banquier. Alors quand un client, malgré toutes vos relances, malgré toutes vos rencontres, reste sourd aux signaux qui sont lancés par le banquier, alors le bon sens veut qu'on puisse commencer à anticiper l'allègement de notre dette. Et c'est comme ça que la gestion proactive, le coût du risque, pourquoi il a baissé? Parce qu'on a cédé sur le marché des actifs qui ont été jugés extrêmement difficiles et potentiellement porteurs de provisions. L'année N+2, l'année N+3. Donc ça, c'est un retrait, un allègement. Il y a des clients sur lesquels on était 1 milliard de dirhams il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 80 millions de dirhams. Donc demain, si ça tombe en difficulté et en créant sans souffrance, ça va faire minimum 600 à 700 millions de dirhams de provisions pour le secteur bancaire. Et il va trouver 15 millions le 20 millions. Donc c'est ça la gestion proactive du risque, c'est-à-dire prévenir le mal avant qu'il ne survienne. Et c'est pourquoi que c'est une gestion de moyen et de long terme. Elle ne se fait pas en une année. Et puis c'est une culture, parce que là aussi il faut transférer cette culture au niveau du réseau de vente, parce que la source
de la vente d'un risque, de la prise d'un risque, ça demeure toujours le réseau bancaire. C'est les commerciaux. Donc les commerciaux, il faut aussi les assister, les accompagner pour qu'ils consolident le réflexe en termes de supervision de risque et qu'ils commencent à faire de la sélectivité. Parce que l'objectif in fine, voit quand le taux de potentialité dérape dans un pays, c'est le pays qui perd. C'est le pays qui perd. Parce que les provisions, c'est une charge, et généralement, surtout quand ça génère une perte in fine. Donc c'est une perte pour l'économie nationale. Donc, c'est pour cela que nous continuerons à être extrêmement vigilants, tout en pilotant notre part de marché. Alors, comme vous l'avez vu, vous nous accompagnez depuis des années, on consolide cette part de marché tout en réduisant le coût du risque, parce que, je le répète toujours, le coût du risque, c'est la première préoccupation du top management d'une banque. C'est la première préoccupation, avant les frais généraux. Parce que le malheur vient toujours d'un coût du risque qui dérape. C'est là où ils vous amputent une bonne partie du résultat brut d'exploitation. Voilà. Vous ramez toute l'année, vous générez du chiffre d'affaires, vous êtes très content, et quand les sinistres tombent, tous vos efforts ils sont annihilés. Donc c'est une préoccupation importante, et nous continuerons à être vigilants. Et puis 1 an et demi, on a acquis la première banque sénégalaise CBAO, c'est parce qu'on a pratiquement perdu 2 années dans les négociations pour acquérir une banque, et finalement on a opté pour créer une banque. Et quand on a créé une banque, les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. C'est-à-dire, attention, ces gens-là, ils veulent réellement pénétrer le marché, et c'est comme ça que les mêmes personnes avec lesquelles on négociait avant, et on n'arrivait pas à les convaincre à nous céder un prix déterminé, ils sont revenus nous voir quelques mois après, quand on a créé un Tijani Banque Sénégal. Et c'est comme ça qu'on a fini là. Alors, au Tchad, on n'a pas trouvé une opportunité d'acquisition, et puis il y a des synergies potentielles importantes entre le Tchad et les pays où nous sommes installés, notamment le Cameroun. Donc on était dans l'obligation de créer une filiale, et peut-être que demain, si l'occasion se présente, cette même filiale sera rapprochée à une autre banque tchadienne pour former une véritable banque. Parce que la création d'une banque dans un pays, c'est fastidieux. Et ça demande beaucoup d'années de travail pour arriver à une petite part de marché. Donc l'acquisition d'une banque de référence vous permet tout de suite de déployer vos stratégies. Les partenariats. L'Éthiopie est un excellent pays, un très bon pays avec des fondamentaux extraordinaires. Mais la réglementation aujourd'hui, actuelle, ne permet pas aux banques étrangères d'acquérir des banques en Éthiopie. Alors, Sa Majesté est arrivé là-bas. Il a lancé un méga projet, l'OCP. Il y a d'autres perspectives d'investissement importants. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut que tout de suite, on ait un allié stratégique. Et on a trouvé l'allié stratégique, c'est la première banque éthiopienne avec laquelle on a scellé un accord commercial où chaque client des Tijani Eurobank, qu'il soit en Tunisie, au Maroc, au Burkina Faso, va passer par cette banque en Éthiopie et vice-versa. Tous les investisseurs éthiopiens, les opérateurs éthiopiens, les importateurs, exportateurs éthiopiens, quand ils ont du business dans les pays où nous sommes présents, ils passeront par le canal de Tijani. Voilà la philosophie de manière très précise et très claire.